L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui François Durovray, le président Les Républicains du département de l'Essonne. L'occasion d'évoquer avec lui la gestion de la crise sanitaire et économique par le département, mais aussi l'après-confinement. L'hebdo politique. François Durovray, bonjour. Bonjour. Cela fait maintenant 1 mois et demi que la France est confinée, à l'exception des commerces et des travailleurs jugés essentiels à la nation. 1 mois et demi que la vie des Français, des habitants aussi de l'Essonne, est donc mise à l'arrêt. À titre personnel, comment vous vivez cette période ? Je sais que forcément, en tant que président, vous continuez à travailler, vous enchaînez les réunions, mais évidemment, vous ne pouviez pas supposer à votre élection en 2015 qu'un tel scénario se présenterait. Comment vous le vivez, vous ? Alors c'est vrai que ça a été un mandat avec beaucoup de surprises. On a une mauvaise surprise. On a eu pour les élus des baisses de dotation de l'État, on a eu les actes terroristes, on a eu des inondations. On n'imaginait pas vivre cette période à laquelle évidemment on n'avait pas pu se préparer dans le détail, même si le département de l'Essonne est très résilient et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je crois que nous réagissons bien face à la crise. Et à titre personnel, c'est vrai que pour tous les élus, cette période est un grand changement parce que nous avons l'habitude d'être sur le terrain, d'être en contact avec nos habitants. Et là, par la force des choses, nous avons perdu ce contact physique qui nous manque, même si nous avons les réseaux sociaux et des émissions comme la vôtre pour continuer à avoir un lien avec les Essonniens. Justement, comment se déroule le quotidien d'un président confiné, ces enchaînements de réunions? On voit aussi sur les réseaux sociaux que vous continuez à vous déplacer en respectant toutes les règles sanitaires, bien évidemment. Alors j'ai repris effectivement quelques déplacements, notamment en direction des établissements sociaux qui dépendent du département, qui s'occupent à la fois des personnes âgées, mais aussi des enfants placés, des enfants protégés, vous savez, les fameux enfants de la DAS, comme on les appelait auparavant. Et parce que c'est normal, il y a des professionnels qui sont sur le pont depuis 1 mois et demi, et il est normal que le président les accompagne pour tout simplement savoir comment ça se passe, et puis pour voir de quelle manière on peut les aider. Après, moi, ma vie a aussi beaucoup changé, parce que aujourd'hui, 90% de mon emploi du temps est consacré à la gestion de cette crise, à prendre des décisions, et des décisions qui incombe aux élus parce que parfois l'État ne prend pas lui-même les décisions qui lui incombent. Et puis peut-être de façon plus anecdotique, j'ai beaucoup de personnes qui en temps normal passeraient par 5 ou 10 intermédiaires avant de chercher à me contacter, et là qui, compte tenu de l'urgence, compte tenu des besoins de réponse extrêmement rapides, me contactent directement en me disant: est-ce que tu pourrais me donner un coup de main, ou est-ce que vous pourriez d'ailleurs plus souvent me prendre telle ou telle décision pour m'aider à faire face à la situation. Et d'un point de vue très concret, le département de l'Essonne a commandé 60 000 tests destinés au personnel et résidents des EHPAD et aux agents départementaux aussi. Vous avez également commandé récemment 1,5 million de masques dans la perspective du déconfinement. Vous en aviez déjà commandé 1 200 000, soit presque 3 millions en tout, selon mes chiffres. Peut-être que vous allez les corriger. L'objectif, on le comprend, c'est que chaque Essonnien ait un masque à partir du 11 mai. Mais comment va se passer la distribution, et est-ce que tous les Essonniens, effectivement, auront un masque le 11 mai, ou alors ça va s'étaler sur le temps, sur l'après aussi ? Alors, vous me permettrez peut-être d'être un peu long sur cette situation, parce que d'abord, le 11 mai, c'est vrai que le président de la République a annoncé le déconfinement le 11 mai, a dit qu'il fallait des masques, sans dire qui allait fournir ces masques. Et l'État, manifestement, n'est pas au rendez-vous. Et donc, les élus locaux se sont dit ça allait être notre responsabilité. Et en tant que président de département, j'ai veillé à discuter avec les maires, avec les présidents d'agglomération, pour voir de quelle manière nous pouvions répondre à cette situation. Nous avons pris la décision en Essonne d'acheter 1 500 000 masques, et j'ai proposé aux communes, il y en a beaucoup qui se sont associés à nous, d'en acheter pour leur propre compte, et donc nous allons avoir 2 500 000 masques en tissu lavable et donc réutilisables qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ça sera pour les Essonniens, ça ? Ça sera pour tous les Essonniens, avec une première dotation pour tous les Essonniens, voire 2 masques lorsque les communes se sont associées à notre commande. Et nous avons fait le choix également pour nos agents de les équiper de façon permanente, c'est-à-dire que s'ils doivent porter des masques
pendant 2 ou 3 mois, il est normal en tant qu'employeur qu'on les protège et qu'on ait davantage de masques à leur intention. Mais vous avez compris que 1 500 000 masques, et d'abord, ça ne s'achète pas comme ça, surtout en Île-de-France, où, à la différence d'autres grandes villes françaises ou d'autres régions, nous n'avons pas de filière textile, il n'y a pas de grande industrie capable de fabriquer des masques. Donc nous avons dû les trouver en dehors de l'Île-de-France et d'abord veiller à trouver un industriel sérieux, capable d'en fabriquer en aussi grand nombre, capable d'assurer la qualité et capable, je l'espère, parce que nous n'en sommes pas encore complètement sûrs, d'assurer un calendrier de déploiement. Et donc ces masques vont arriver à partir du 10 mai et jusqu'à la fin du mois de mai. Alors certains de vos auditeurs peuvent se dire mais ça va arriver trop tard. Non, pourquoi ? Parce que le 11 mai, il n'y aura pas en Île-de-France un déconfinement total. Nous sommes la région qui est le plus touchée par le Covid. Et donc vous allez équiper le 11 mai, les Essonniens qui auront besoin peut-être de retourner au travail. C'est ainsi que va se passer la distribution. Ça va être devant les gares. Alors, ça fait partie des choses effectivement sur lesquelles nous travaillons. Pourquoi ? Parce que les masques en fait vont arriver progressivement, mais à mesure que le déconfinement va se faire dans toute l'Île-de-France. Parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, le 11 mai, il n'y aura pas un déconfinement total parce que d'abord le Covid a davantage touché la région Île-de-France que d'autres régions et qu'ensuite en Île-de-France nous sommes très nombreux. Et donc la reprise de l'activité économique notamment ne pourra pas se faire en un claquement de doigts, tout simplement parce que les transports publics que nous utilisons en grand nombre en Île-de-France ne seront pas encore en fonctionnement total. Et donc les Franciliens, les Essonniens vont reprendre leur activité progressivement. Les écoles vont réouvrir progressivement à partir du 11 mai, mais jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc maintenant que nous avons pris la décision d'acheter les masques, nous sommes en train de réfléchir et de travailler avec les maires pour voir de quelle manière nous collons au plus près entre l'arrivée de ces masques, leur livraison, et la fourniture des masques aux Essonniens qui en ont besoin en fonction du déconfinement et des procédures qui vont être aussi déterminées avec l'État. Donc tout ça est encore en suspens et c'est bien normal. 2,5 millions de masques, ça coûte combien une collectivité comme l'Essonne? Et puis je crois, si j'ai bien compris aussi, aux autres villes avec qui vous avez passé commande. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur le sujet? Un masque, c'est autour de 3 euros. Donc vous voyez que l'engagement du département, c'est entre 4 et 5 millions d'euros. Et les communes également font un effort extrêmement important. Et je veux saluer l'esprit de solidarité, l'esprit constructif qu'il y a eu avec beaucoup de maires et de présidents d'intercommunalités. Parce qu'évidemment, le risque, c'est que chacun tire la couverture à soi et essaie de doter ses propres habitants sans se soucier de ce qui se passait à côté. Et moi, en tant que président de département, je ne pouvais pas accepter l'idée qu'il y ait un traitement différent des Essonniens. Tout le monde doit avoir le droit à un masque. On doit, et c'est notre responsabilité d'élus, de déterminer des priorités, de dire ce sont les personnes qui doivent réutiliser les transports en commun qui sont peut-être plus prioritaires que celles qui télétravaillent. Ce sont les personnes fragiles qui sont peut-être plus prioritaires que d'autres catégories. Pour l'instant, je dis ça sous la forme d'exemple, parce que, encore une fois, les choses ne sont pas encore complètement déterminées. Nous en discutons avec les ministres, avec les préfets, pour que les choses s'ordonnent et qu'il n'y ait pas le sentiment de la part de nos concitoyens que c'est fait à la tête du client, j'allais dire. Ouais. Ça ne sera pas à la tête du client, ça doit être organisé, c'est complètement nouveau pour nous, ça sera forcément imparfait. On aborde les choses avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a bien conscience que ça ne va pas fonctionner comme sur du billard. Il y aura forcément des choses qui ne fonctionneront pas. Mais en tout cas, on essaie de faire au mieux. Parmi les autres mesures prises durant cette crise et qui sont effectives en ce moment, vous avez aussi ouvert 2 centres de protection maternelle infantile sur le département à Évry-Courcouronnes et Orcé pour accueillir les jeunes mamans atteintes du Covid-19 et leurs nourrissons. C'est vers d'ailleurs ces nourrissons principalement que sont tournées ces ouvertures, pouvoir les consulter et du coup faire attention à leur santé. On l'oublie souvent, mais c'est vrai que c'est le département qui est le premier acteur à la naissance. Une fois que l'accouchement a eu lieu, c'est nous qui délivrons le carnet de santé. Ce sont les professionnels, les médecins de PMI qui effectuent la pesée, qui effectuent les premiers contrôles après la naissance. Et évidemment, dans cette période de crise, le risque, c'est que certaines jeunes mamans, certains jeunes parents
n'effectue pas tous ces gestes extrêmement importants pour les premiers jours, les premiers mois de la vie d'un enfant. Et donc, je veux dire à l'ensemble des Essonniens que les centres de PMI sont ouverts et qu'ils peuvent effectuer évidemment toutes leurs démarches comme d'habitude, mais que de surcroît, nous avons ouvert 2 centres de PMI dédiés uniquement aux personnes qui ont été détectées Covid, tout simplement pour éviter qu'il y ait des circulations entre des personnes saines et des personnes touchées par l'épidémie et qu'il y ait des risques d'augmentation de l'épidémie. Donc on a un traitement aujourd'hui différencié de ces publics. Mais tout le monde peut être accueilli. François Durovray, l'action sociale, c'est la principale compétence du département. C'est lui qui est en charge de verser notamment les aides type RSA et celles dédiées aux personnes en situation de handicap. En 2020, ça représentait 55% de votre budget de fonctionnement et 262 millions d'euros. Est-ce que cette somme et cette part déjà très importante sont en train d'exploser du fait des besoins sociaux qui s'aggravent avec l'impact économique de cette crise qui se transforme aussi, on le comprend, avec le temps en crise sociale? Oui, évidemment. Nous avons d'ores et déjà évalué à 40 millions d'euros à peu près les dépenses supplémentaires pour les 3 mois de la crise, du 15 mars à cet été. Il y aura sans doute des dépenses supplémentaires, notamment compte tenu de l'activité économique et de l'augmentation, malheureusement, du nombre de bénéficiaires de RSA. Mais 40 millions d'euros de dépenses supplémentaires, d'un côté, 80 millions d'euros de recettes en moins compte tenu de la crise pour cette seule année 2020. Alors comment on s'y prend et comment on arrive à faire face? C'est parce que depuis des années, on a été fourmis, c'est-à-dire qu'on a été extrêmement rigoureux dans la gestion du département. Ça m'a parfois été reproché, mais aujourd'hui, je me félicite d'avoir eu cette rigueur pendant des années parce que au moment où on en a besoin, au moment où les Essonniens ont besoin de leur département, on est capable de répondre. Et lundi, on va voter de nombreuses subventions pour aider les plus fragiles, pour aider les associations sociales, sportives, culturelles. Ce sont des millions d'euros qui vont être dédiés à l'ensemble des Essonniens pour reprendre le plus vite possible une activité normale. Vous le disiez, la situation financière du département permet aujourd'hui d'absorber ce coût, visiblement. Quand vous étiez arrivé en 2015 à la tête du département, vous aviez souligné les problèmes financiers de la dette financière du département. Est-ce que du coup, du fait de cette crise et de cette nouvelle charge imprévue pour le budget départemental, est-ce que la situation financière va vous inquiéter à nouveau? Même si cette fois-ci, on le comprend bien, vous n'y êtes pour rien, mais est-ce que vous étiez fourmi vous étiez fourmi hier, est-ce que vous serez fourmi demain du coup aussi? Il faut toujours être fourmi par temps calme et il faut savoir casser quelques noisettes lorsqu'il y a des nuages. Aujourd'hui, il y a des difficultés et il est hors de question de se poser la question de savoir si on fait ou on fait pas. On fait, et au-delà des aides pour les Essonniens, nous allons le mois prochain prendre des mesures pour aider l'activité économique, pour aider les communes à investir, pour investir nous-mêmes, parce que c'est très important dans cette période-là de reprendre le plus rapidement possible une activité, parce que sinon il va y avoir du chômage, et derrière ça se traduira par des bénéficiaires du RSA en plus, et donc des dépenses en plus. Donc oui, il va y avoir une dégradation de nos finances que j'espère le plus temporaire possible. Oui, il faudra, à cette période passée, faire preuve à nouveau d'une grande rigueur, mais aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire à l'ensemble des Essonniens qu'on va être capable de mettre plusieurs dizaines de millions d'euros sur la table pour que notre département s'en sorte mieux que d'autres peut-être, parce que nous avons été raisonnables pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que l'actualité nous pousse à toujours être dans le temps présent, mais forcément un président de département anticipe l'avenir. L'avenir du coup, ça sera des finances en difficulté. Est-ce que vous travaillez déjà sur des pistes pour réduire certains budgets, augmenter les impôts, même si vous étiez engagé à ne pas le faire? Est-ce qu'il faudra tout de même à un moment augmenter la taxe foncière qui est votre principale manne financière pour le département? Alors non, et pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la taxe foncière. L'État nous a supprimé cette ressource, et pour nous, il n'est évidemment pas question de faire appel aux Essonniens, à l'effort des Essonniens. Il faudra sans doute que l'État nous donne des ressources supplémentaires si des fois nos charges continuent à augmenter, et puis il faudra sans doute faire preuve de rigueur. Je vous avouerai qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas d'indication supplémentaire à vous donner, mais encore une fois, moi je crois que notre département, quelque part,
en se donnant une feuille de route. On avait notamment écrit Essonne 2040. On n'a pas anticipé la crise, mais on a anticipé le monde d'après. Ce qu'on dit le monde d'après, c'est-à-dire un monde qui sera différent, qui devra davantage faire attention à l'environnement, qui devra être davantage local. Et on a pris tout un tas de mesures, je pense notamment à la restauration dans les collèges, avec des produits qui sont cultivés en Essonne. Je pense à la prime écologie qui a permis notamment à 10 000 Essonniens d'avoir une aide du département pour faire de la rénovation, de l'isolation de son habitation. Ce sont des mesures qui ont été prises avant la crise, mais qui vont, après la crise, avoir encore une utilité plus grande. Et je crois que nous avons ce temps d'avance, qui est peut-être lié aux politiques que nous avons conduites, mais je crois que c'est aussi lié à l'ADN, à l'état d'esprit du territoire. Et encore une fois, je pense que nous serons mieux placés après la crise pour nous en sortir. Un sujet sur lequel vous devez beaucoup travailler en ce moment, c'est la reprise des cours dans les collèges dont vous avez la charge. Selon les pistes dévoilées ces derniers jours par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, les élèves de 3e et de 6e pourraient reprendre les cours éventuellement le 18 mai, donc c'est-à-dire une semaine après le début du confinement. Est-ce que vous travaillez déjà à accueillir les élèves dans des bonnes conditions? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées déjà de désinfection dans les collèges? Est-ce que vous serez prêt éventuellement, si ça se confirme le 18 mai, à accueillir tous les 6e et 3e du département dans les collèges? Évidemment, nous serons prêts. Nous accueillons déjà dans les collèges les enfants des personnels soignants. J'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on élargisse le périmètre des professions dont les enfants peuvent être accueillis, notamment pour les transports publics. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est essentiel. Et puis, il y a des opérations de désinfection. Nous sommes en train de voir de quelle manière remettre en route la restauration scolaire. Et à partir du 18 mai, en fonction des indications du ministre, nous serons en capacité d'accueillir les élèves qui le souhaitent. Dans le respect de l'obligation scolaire, évidemment, mais en fonction des indications qui seront données à l'échelle nationale. Si vous aviez, vous, des enfants qui sont en âge d'aller de reprendre le collège le 18 mai, donc qui sont en 6e ou en 3e, est-ce que vous les enverriez sans crainte, puisque visiblement ça sera sur la base du volontariat? Est-ce que vous, en tant que père de famille, vous enverriez vos enfants sans crainte le 18 mai au collège? Alors, je les enverrai sans crainte, mais si j'ai la faculté de continuer l'école à domicile, parce que mon métier me le permet, parce que je peux télétravailler, parce que j'ai la faculté d'accompagner mon enfant dans ses cours et dans ses devoirs, je pense que je poursuivrai cette démarche. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs on est en train de travailler avec l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les écoles rouvrent pour les parents qui doivent travailler physiquement, il faut absolument que les écoles rouvrent pour les enfants qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas des parents qui peuvent les accompagner dans leur scolarité. Et donc ça, c'est indispensable de le faire. Mais il y a d'autres élèves qui peuvent s'en sortir à domicile grâce aux cours et au dévouement des professeurs qui ont montré dans cette crise une très grande capacité d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on doit trouver, je pense, des solutions à la carte. Et donc voilà la réponse en tant que parent, mais président aussi du département. Donc vous appelez les parents à faire selon la situation de chaque famille. L'après, ça Oui, excusez-moi. Mais en tout cas, pour dire que la sécurité sera assurée dans les établissements. L'après, on parlait des transports. Je voudrais aborder cette dernière thématique. Ça suppose aussi l'après de retourner dans les transports en commun, notamment là où on risque éventuellement de faire face à un risque de contamination. On voit des débats entre les gestionnaires des réseaux s'installer. Ils ne sont pas tous d'accord sur la façon de faire pour reprendre la mise en route des métros, RER ou tramways. Dans un récent tweet, vous proposiez, vous, François Durovray, d'interdire les transports collectifs pour les trajets inférieurs à 5 km. Ça veut dire que demain, les transports en commun, et notamment le RER, doit être privilégié pour ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont le plus éloignés des cœurs économiques, donc notamment les Essonniens. Il faut bien comprendre que l'Île-de-France est la plus grande utilisatrice des transports en commun. Nous avons tous les jours 5 millions de voyages. Avec les mesures barrières, et les gestes de protection, les transports publics, lorsqu'ils fonctionneront à 100%, ne pourront plus accueillir qu'1 million de personnes. Et le 11 mai, les opérateurs ne seront eux-mêmes en capacité d'assurer que 50% du trafic, c'est-à-dire d'accueillir que 500 000 personnes. Donc il va falloir faire des choix. D'abord, j'ai demandé avec d'autres à ce que les opérateurs, dès aujourd'hui, la SNCF et la RATP, se préparent au déconfinement et qu'ils aient la capacité, donc dès le 11 mai, de mettre plus de trains sur les lignes pour pouvoir accueillir davantage de monde.
Mais il faut aussi privilégier le télétravail, il faut privilégier le lissage des horaires. Et moi, j'incite les entreprises, évidemment, à autoriser leurs salariés à télétravailler et à arriver à des horaires décalés par rapport à ce qui se passait auparavant. Et puis, c'est pas la même chose d'habiter Paris et de travailler à 3 ou 4 kilomètres de chez soi que d'habiter en Essonne, d'être obligé de prendre le RER, de faire 20 ou 30 kilomètres par les transports publics pour aller travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'État à ce qu'on fixe un principe simple, c'est que jusqu'à 3, 5 kilomètres, on considère qu'on peut aller à son travail à pied ou à vélo ou par un autre mode de transport et que les transports publics soient vraiment réservés, en dehors des bus évidemment, hein, qui auront leur capacité d'accueil beaucoup plus grande, mais que pour les transports publics et notamment les transports ferrés soient réservés à ceux qui, comme en Essonne, ont beaucoup plus de kilomètres à parcourir. Parce que si on ne fait pas ça, ce sont nos autoroutes qui vont être engorgées et donc l'activité économique ne pourra pas reprendre. Et quel est le retour du coup sur cette proposition pour le moins originale qu'on n'avait pas vu encore émerger dans le débat, dans les débats actuels, dans les médias? Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Le ministre m'a dit qu'il travaillait sur cette question, comme il travaille sur une autre proposition que j'ai faite. J'ai demandé à ce qu'on mobilise tous les cars de tourisme. Vous savez, on a Paris est la première destination touristique mondiale, et donc on a beaucoup de cars qui, notamment cette période de printemps, circulent pour transporter les touristes. Ces autocaristes, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Et donc, j'ai proposé qu'en complément des RER, on mobilise toutes les sociétés de cars et qu'on leur demande d'organiser des transports en complément, ce qui permettrait à un plus grand nombre de nos concitoyens d'aller retravailler. Et je sais que cette piste également est étudiée. J'espère qu'elle sera retenue. Ça dépend du ministre, ça dépend de la présidente de la région, mais je vais laisser très attentif à ces propositions. Deux questions rapidement, parce que je sais que le temps presse et que votre agenda est très chargé. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des parcs, domaines publics et des marchés après le 11 mai pour qu'on reprenne entre guillemets une vie normale? Je sais que c'est de la compétence des préfets, mais vous êtes souvent en lien avec le préfet. Est-ce que vous allez intervenir en ce sens auprès du préfet de l'Essonne à partir du 11 mai? Oui, d'abord parce que je pense que les marchés sont très bien organisés aujourd'hui pour assurer la sécurité sanitaire et offrir des produits de qualité. En tout cas, aller au marché, c'est au moins aussi bien que d'aller dans un supermarché. Je pense même que c'est mieux. Et puis, s'agissant de nos forêts, c'est évidemment pas la même chose de fréquenter la forêt de Dourdan ou la forêt de Sénart que le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Nous sommes moins nombreux, les forêts sont plus grandes, et donc on peut parfaitement respecter les gestes barrières et les conditions sanitaires, tout en ouvrant ces forêts qui font le charme de notre territoire et qui sont aujourd'hui indispensables à nos habitants après un mois de confinement. Donc je suis évidemment favorable à leur réouverture. Enfin, une question qui fait débat et qui va continuer à faire débat, c'est celle concernant le traçage numérique avec la mise en application peut-être justement d'une application pour savoir qui a été en contact avec quelqu'un qui est porteur du Covid ou qui l'a été. Certains disent que c'est dangereux pour les libertés publiques, d'autres disent que c'est nécessaire pour réussir le confinement. Vous, qu'est-ce que vous dites en tant que président du département de l'Essonne ? Question qui n'est pas facile parce que, comme vous l'avez dit, ça touche à des questions de sécurité. On a tous envie de lutter le mieux possible contre cette épidémie. Et puis, des questions de liberté. Donc, c'est un arbitrage subtil entre des problématiques contraires. Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement a plutôt abordé ce sujet avec sérieux et avec méthode. À partir du moment où les données sont garanties, enfin, l'anonymat des données est garanti, et que le volontariat est garanti, je pense que c'est une solution qu'il faut expérimenter. Mais je comprends également les réticences de certains de nos concitoyens par rapport à cette méthode. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est sur la base du volontariat, je pense que rien ne peut s'opposer à cette expérimentation. Merci François Durovray d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président LR du conseil départemental de l'Essonne. Merci encore. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.